Nous allons reprendre et pour conclure cette journée de conférence autour de la porte d'Ishtar, nous accueillons Elica Djulgerova qui est maître de conférence en théorie et histoire de l'art contemporain à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est conseillère scientifique pour le domaine Histoire de l'art contemporain à l'Institut national d'histoire de l'art. Elle a publié en 2015 aux Presses du Réel un ouvrage issu de sa thèse sous le titre « Usage et utopie, l'exposition dans l'avant-garde russe pré-révolutionnaire ». Et elle poursuit ses recherches sur l'histoire sociale de l'art et des idées en Russie au XXe siècle et continue à étudier l'exposition en tant qu'enjeu artistique et social dans l'art contemporain, moderne et contemporain, de passionnantes perspectives qui l'ont conduite à initier à l'Institut national d'histoire de l'art un programme de recherche autour de la Biennale de Paris entre 1959 et 1985. Mais ce soir, elle va nous proposer une conférence qui questionne les thèmes de la reconstruction, de la réplique et de la reprise d'œuvres d'art au sein du musée. Merci. Merci Katia. Est-ce que ça marche le son? Oui. Alors, merci à vous tous. C'est toujours compliqué de conclure une journée. L'idée de ma participation était d'aborder non pas la question de la porte à une autre époque ou l'usage, la symbolique d'une porte au XXe siècle, mais bien de penser à la question de qu'est-ce que fait le musée lorsqu'il a reconstruit un objet. Et lorsque j'avais proposé ma communication, je voulais vraiment parler de ça, ce qui pour moi est un paradoxe assez fondamental du musée, qui sont des lieux que nous fréquentons beaucoup, mais où sur le plan de la temporalité, il y a quelque chose qui est très paradoxal au départ. D'emblée, pour tout musée, c'est ce que disait mon résumé, qu'il y a comme une promesse ou un paradoxe qui ne peut jamais être accompli, donner accès à une présence, à la présence de l'œuvre, puisque nous sommes dans des conditions très favorables de prise de contact avec l'œuvre, mais jusqu'au XXe siècle tout au moins, le musée fait ça par une opération aussi de décontextualisation et dépaysement. Donc typiquement, le musée à la fois donne à voir et enlève, prélève, prive des aspects fondamentaux de l'œuvre, que ce soit son inscription architecturale, dans un contexte architectural, dans un contexte historique, dans un contexte géographique, dans un contexte politique. Tout cela, ce sont des aspects auxquels les cartels essaient de pallier, mais dans le contact qu'on a avec l'œuvre au musée, ces aspects-là sont absents. Et puis, à partir de ce constat-là, la question se pose avec d'autant plus de force pour des œuvres qui ne sont pas simplement déplacées d'un lieu à un autre, non seulement une peinture qui serait déplacée d'un cabinet privé ou d'un hôtel d'église au musée, mais des œuvres qui sont lors de ce transfert, lors de ce passage au musée, sont reconstruites ou refaites. Et donc là, effectivement, la question de à quoi on fait face se pose avec d'autant plus de force. Et lorsque j'avais proposé ma communication, je voulais parler de choses que je connais, qui sont donc les avant-gardes russes, en cette année 2017 qui s'y prête très bien, puisqu'on célèbre beaucoup... enfin, voilà, à toute occasion. Et puis, entre-temps, j'ai découvert un livre et je voudrais commencer par vous parler de ça, sachant que c'est pas du tout quelque chose... là, je suis dans un domaine que je maîtrise pas du tout. Mais j'ai découvert ce livre d'un architecte, historien de l'architecture, d'origine turque, mais qui vit et travaille aux États-Unis, qui s'appelle
je pense que je prononce bien, Chan Bilzels. Le livre donc s'appelle Antiquity on Display, Regimes of the Authentic in Berlin's Pergamon Museum, et c'est vraiment la personne qui aurait dû clore la journée d'aujourd'hui, puisque dans cet ouvrage tout à fait passionnant que dont je vous recommande la lecture, donc qui est paru chez Oxford University Press en 2012, l'auteur, cet historien de l'architecture, interroge en fait ces trois lieux, ces trois objets. Donc vous voyez ici un plan dessiné par lui-même des salles d'architecture au musée Pergamon de Berlin. Vous voyez la rue des processions de Babylone qui mène vers la porte d'Ishtar. Donc la porte d'Ishtar qui se trouve au versant de laquelle se trouve la porte du marché de Milet, donc un ensemble de l'époque romaine, donc qui introduit la salle d'architecture romaine. Et ensuite, on arrive à la salle très célèbre de l'hôtel de Pergame, qui, lui, date de l'époque hellénistique. Alors, le livre de Chan Bilzels s'intéresse à ces trois ensembles, trois œuvres, on pourrait dire, puisque c'est une des thèses de son livre que par leur reconstruction au musée de Pergame, l'architecture devient œuvre. Donc la porte d'Ishtar, la porte de Milet et l'hôtel de Pergame. Donc j'aimerais très rapidement vous parler de ce livre, et puis ensuite je ferai ce que j'avais prévu de faire, et vous verrez qu'il y a quand même, malgré la différence d'époque, malgré la différence de contexte, il y a des opérations de traduction muséale qui sont similaires, aussi bien pour les œuvres des avant-gardes russes disparues et reconstituées aujourd'hui, œuvres et expositions, et pour ces objets archéologiques de culture bien plus lointaine qui ont été reconstitués en Allemagne au début du XXe siècle. Donc je vais très très brièvement vous parler des thèses. Je vais essayer de vous résumer quelques thèses de Bilzels, sachant que donc, le titre de son livre c'est Régime de l'authentique. Et ce qui l'intéresse, c'est comment un visiteur d'aujourd'hui, donc ça recoupe vraiment aussi le sujet que j'avais proposé, comment en fait, en allant au musée de Pergame en l'occurrence, à Berlin, l'on a l'impression, le visiteur a l'impression, plutôt, pour être plus précis, l'illusion d'être face à ce que pouvait être l'hôtel de Pergame à l'époque où il existait dans son intégralité, à ce que pouvait être la porte d'Ishtar, la porte de Milet. Et en fait, ce que montre Bilzels dans son livre, qui est très passionnant, c'est que en fait, on n'est pas du tout l'authentique. S'il y a quelque chose d'authentique que construit le musée, c'est pas l'objet lui-même. On n'est pas face à l'hôtel de Pergame, à un authentique hôtel de Pergame, puisqu'il a été reconstruit à partir d'indices. Donc voilà le site. Enfin, d'abord, il manque, comme je disais en introduction, il manque tout. Enfin, il manque le site. On passe d'un espace extérieur vers un espace intérieur. Ce qu'on voit d'emblée, la façon dont est présenté l'hôtel de Pergame au sein du musée, c'est d'abord un objet inscrit dans une architecture contemporaine. Donc il y a une architecture dans une autre architecture, et cette architecture contemporaine qui est monumentale et qui n'est pas neutre du tout, et qui, avec ses codes, transforme déjà le regard qu'on porte vers l'objet. Et puis ensuite, la frise, la gigantomachie qui fait l'objet qui est extrêmement célèbre, et donc
que moi j'ai rencontré par le biais de l'esthétique de la résistance de Peter Weiss, mais ça c'est encore une autre histoire. Cette frise-là qui se déploie, en fait, vous ne le voyez pas ici, mais sur les murs en fait, latéraux et face, en fait, qui enveloppe le spectateur lorsqu'il se trouve dans cette salle, eh bien, cette frise, dans le bâtiment original, s'il fallait penser en ces termes-là, elle était, en fait, il fallait que le visiteur de ce temple fasse le tour du bâtiment. Donc, il y a un effet qui est presque comme le fait de retourner un gant, pas tout à fait, mais donc déjà, c'est pas quelque chose, c'est pas une reconstruction qui est à l'identique, mais surtout. Ce que souligne Bilzel, et là où je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'il dit, il dit que en fait, lorsqu'on regarde l'histoire même du musée et les fonctions qu'il a pu avoir au fil des siècles plutôt, donc le musée part des cabinets de curiosité, d'une expérience dans laquelle un certain nombre d'initiés partagent des connaissances auxquelles ils ont les clés. On passe vers une ouverture vers le public très importante et le thème du musée et de la relation entre musée et espace public a été largement abordé par beaucoup d'historiens de l'art, je pense notamment à Thomas Crowe, Patricia Menardi, etc. On passe au XIXe siècle vers cette ouverture du musée vers le public qui s'accompagne d'un objectif d'instruction, éducation. Donc, il y a cette volonté d'instruire, de classer, et puis surtout d'éduquer le public qui va au musée, d'instruire ce public, de le civiliser. Et puis, ce que dit Bilzel, c'est qu'avec ce genre de reconstruction, on passe à autre chose, puisqu'on extrait l'objet architectural de la façon dont il pouvait être abordé avant, c'est-à-dire comme un objet s'apparentant à d'autres objets architecturaux, donc un temple qu'on pourrait comparer à d'autres temples, ou une porte qu'on pourrait comparer à d'autres portes. En fait, avec ce genre de reconstruction et avec ce genre de muséographie aussi, on extrait l'objet architectural de toute pensée sérielle ou utilitaire et on le transforme en fait en véritable œuvre. Œuvre donc exceptionnelle, œuvre unique et lors de cette transformation, on n'est plus, ce qui est véritablement authentique, c'est pas l'objet, le temple, mais l'expérience qu'on va faire. Ce qui fait autorité, c'est pas la reconstruction, puisqu'elle est factice, imparfaite, lacunaire. Ce qui va faire autorité, c'est le rapport que le spectateur va avoir avec ce nouvel objet, un rapport fortement immersif, le rapport d'adhésion. Et c'est pas Après, il y a toute une partie du livre de Bilzel que je trouve tout à fait passionnante et sur laquelle je ne pourrais pas revenir faute de suffisamment de compétences et de connaissances, mais qui montre à quel point ce type de projet correspond aussi à des velléités politiques, coloniales, nationalistes de la part de l'Allemagne, et notamment avec la mise en place de cet hôtel-là dans les années 30, en 1930. Et le musée devient en fait un lieu de spectacle, un spectacle auquel on adhère. Bilzel parle même d'une adhésion au décor. Et pour appuyer ça par des chiffres, il cite le fait qu'entre 1930 et 1931, il y a 1 million de personnes qui ont visité le musée de Pergame, ce qui n'est pas rien. Alors, je vais juste avancer pour... Et de ce point de vue, il pose une question qui est évidemment très intéressante de qu'est-ce qui se passe, par quel biais peut-on considérer quelque chose comme cela, c'est-à-dire les ruines de la reconstruction de l'hôtel de Pergame lors des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. De quoi est-ce la ruine? Mais ça, c'est une question très... ouverte. Alors voilà, la porte d'Ishtar, dans ce contexte-là, c'est pas les mêmes enjeux
c'est pas tout à fait les mêmes enjeux idéologiques, mais et je vais pas du tout m'embarquer dans ce volet-là. En revanche, c'est le même fonctionnement, c'est une reconstruction de quelque chose qui n'était pas, ce n'est pas un déplacement d'un objet qui avait pu exister sous cette forme-là. Voilà une photographie des fouilles, de l'état des fouilles en 1902. Et on voit bien le caractère parcellaire et lacunaire, sachant que la reconstruction a commencé déjà lors des fouilles. Et puis je voulais vous montrer cette autre photographie qui est aussi tout à fait fascinante, qui est la photographie des morceaux en fait de céramique, des céramiques peintes trouvées sur le site, qui ont été, à partir desquelles en fait on a reconstruit la porte d'Ishtar et la salle, l'allée des processions, sachant que en absence de tout traité d'architecture de l'époque, de construction de la porte, en absence de tout document sur comment il faut rassembler ces objets-là, à partir simplement du constat que les éléments figuratifs étaient répétitifs et donc que forcément on va finir par les agencer comme une sorte de gigantesque puzzle. À lire Bilsel, alors évidemment c'est peut-être à prendre avec précaution, mais son argumentaire est assez convaincant. On a l'impression qu'effectivement on est face à une fiction, en bonne partie à une reconstruction qui est en bonne partie fictionnelle. Et en tout cas, c'est ce qui est inventé, cette porte d'Ishtar, ne l'est pas à partir d'un objet originel qu'on aurait connu ou identifié, mais à partir d'un assemblage d'éléments multiples. Et donc on procède à une reproduction, en fait, non pas à une restauration d'un monument, mais quasiment à sa reproduction. Et la façon dont ce type d'objet sollicite surtout le spectateur, et c'est ça que je trouvais très intéressant, ne sollicite pas tellement l'étude, la connaissance de par ses dimensions monumentales, de par la façon dont ils sont placés dans l'espace, mais quelque chose de l'ordre de l'expérience. Et économie de l'expérience, c'est un terme qui revient de plus en plus, sur lequel qui revient énormément dans le domaine de l'art contemporain et dans la façon dont on pense l'expérience aujourd'hui du musée. Et je trouvais ça assez intéressant de voir que ça pouvait, que c'était pas du tout aussi récent que le laisse croire les les publications d'aujourd'hui, et que ça pouvait se mettre en place avec des enjeux évidemment idéologiques et politiques très différents ou assez différents dès le début du siècle. Alors, voilà. Donc, voilà, après cette introduction, et je vais peut-être, si j'ai le temps, revenir rapidement à une autre des conclusions de ce livre à la toute fin de ma présentation. Et puis, je reviens vers le terrain où je me sens, qui est beaucoup plus le mien, qui est le XXe siècle, avec donc ce sur quoi je voulais vous parler, c'est cette tendance qui s'affirme de manière très prégnante à partir des années 1970, et je vais me consacrer à cette période-là dans ma présentation, les années 70-80, à revenir, donc l'époque postmoderne, à revenir vers l'art moderne, et particulièrement vers les œuvres qualifiées d'avant-garde, c'est-à-dire des œuvres expérimentales qui brisent les règles et les normes jusque-là établi de peinture sur peinture sur toile ou sculpture, peinture encadrée ou sculpture sur socle, et qui souvent ont été réalisées avec des matériaux précaires et n'ont pas survécu à
monstration initiale. Et donc, il y a donc j'ai deux éléments dans ma présentation. La première, reconstituer des œuvres expérimentales disparues. Et je vais me consacrer sur un objet, puisqu'on est en 1917 et qu'on célèbre la Révolution russe, qui est un objet que vous connaissez tous, j'imagine. La maquette du monument à la Troisième Internationale communiste réalisée en 1919-20 par une équipe d'artistes, donc c'est une œuvre collective et ça c'est important, dirigée par Vladimir Tatlin. Maquette qui a fasciné... alors c'est pas un seuil, c'est pas une porte, je me suis posé la question, mais en même temps ça l'est symboliquement en tout cas, puisque c'est un monument ou un projet de monument qui se détache véritablement de l'idée du monument physique, statique. Et vous voyez à gauche Lénine devant un monument public à Karl Marx et Friedrich Engels. Donc on n'est pas du tout dans la solidité, le statisme et l'objet fixe et durable. Et puis, on n'est pas du tout non plus dans le monument à une personne, dans la figuration. On est dans un monument à une idée, donc une idée communiste. Idée communiste qui, pour Tatlin, était bien plus que ça, puisqu'il n'était pas... comment dire, il n'est pas venu vers ce monument depuis une position de parti ou partisane. Il est venu de par ses expériences futuristes d'avant 17. Et c'est un monument qui célèbre, ou qui, si le monument devait être réalisé, il devait faire 400 mètres de haut, et ça devait être un centre à la fois de prise de décision publique, de délibération, de prise de décision et de diffusion et communication, une sorte de lieu absolu, lieu politique absolu qui devait être transparent et égalitaire et où on devait pouvoir circuler grâce à un monte-charge entre tous les étages, de sorte à ce que la décision aussi symboliquement passe d'un niveau à l'autre. Donc un objet, un monument à une idée, mais qui est cette idée d'égalité, de démocratie, de transparence politique, et le tout pensé selon des principes organiques, qui est extrêmement important pour Tatlin, donc d'où la forme courbe, d'où les matériaux qui n'étaient pas du tout... ici, dans cette version-là, c'est du bois, mais à la fin, ça devait être de l'acier, du verre, mais un verre qui était pensé pour isoler, avec une fonction d'isolation, vraiment pensé par rapport au corps, par rapport au changement climatique, par rapport on peut faire de Tatlin un pré-artiste écologique, c'est pas impossible. Et surtout, c'est un monument qui se veut dynamique, qui porte cette idée-là, cette promesse-là. Œuvre aussi, donc voilà, qui rend hommage aussi aux formes primaires, je ne vais pas rentrer dans les détails. Œuvre collective, je l'ai dit, mais je tiens à l'illustrer par une image, puisqu'on voit ici deux images, où on voit d'abord l'équipe à gauche, et puis le processus de construction de la maquette. Alors, œuvre donc qui est toujours restée à l'état de maquette, qui a été montrée à plusieurs occasions en 1920, et puis ensuite elle a été très rapidement, elle s'est détériorée, elle a été reconstruite. Il y a deux versions qui ont été refaites et qui sont beaucoup plus simplifiées, beaucoup plus, quelque part, beaucoup plus lourdes dans leur agencement, beaucoup moins dynamiques, et qui ont été utilisées dans des manifestations de célébration de la Révolution, et puis qui ont été elles-mêmes aussi disparues. Et donc, à la fin des années 60, déjà en 68, en Suède, on a une première reconstitution. Dans les années 70, en URSS, et en France, en 1979, à l'occasion de l'ouverture du Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, et des séries d'expositions inaugurales thématiques par lesquelles a commencé Pontus Hultén, qui était le directeur du musée. Dans le cadre de l'exposition Paris-Moscou, cette maquette du monument a été reconstituée, comme vous voyez, dans un souci de fidélité et
proximité, en tout cas, à ce qu'on pouvait avoir à partir des images photographiques. Et j'insiste quand même sur le fait qu'on reconstitue à partir de photographies, c'est important. Et je voulais vous montrer, donc pour terminer sur Tatlin, trois vues du vécu de l'œuvre dans le musée. Alors de celle-ci, cette reconstruction-là, qui donc est montrée en 1979, comme je le disais, dans le cadre de l'exposition Paris-Moscou, et en 1981 dans la version réciproque Moscou-Paris au musée Pouchkine. Alors je ne reviens pas sur l'histoire de cette collaboration très très compliquée entre la France et l'URSS. On est en plein fin de guerre froide, en plein brejnevisme. Ça se passe à force de beaucoup de compromis enfin c'est pas du tout facile ni évident. Toujours est-il que c'est quand même enfin, regardons ce que nous disent les images, et les images vont nous dire quelque chose que Can Bilsel disait aussi par rapport au musée de Pergame, c'est que finalement la reconstruction nous apprend autant sinon plus sur le lieu d'accueil, c'est-à-dire sur le musée qui accueille l'œuvre, que sur le lieu de départ ou le lieu qui est reconstruit. Et en l'occurrence, c'est tout à fait vrai, puisque la maquette du monument à la Troisième Internationale de Tatlin est présentée à Paris dans une section consacrée à l'art révolutionnaire russe, puisque l'URSS est déclarée plus tardivement. Donc, dans une section qui imite, en fait, ou qui essaie d'imiter une rue, enfin la vie d'une rue, une ville, avec des affiches placardées avec la symbolique, les couleurs symboliques de la Révolution, avec le langage aussi constructiviste dans la façon de répartir les cloisons. Et en quelque sorte, au milieu de tout cela, bien qu'il soit mis sur un piédestal et consacré véritablement comme une œuvre, comme une sculpture, alors même, j'ouvre une parenthèse, que l'objectif, lorsque le monument était pensé, était de fusionner, c'était un objectif d'œuvre d'art total qui fusionne sculpture, architecture et peinture. Ici, on est face à une sculpture sur socle, mais qui a la promesse par cet environnement, qui a cette promesse interdisciplinaire, qui a cette promesse expérimentale. Et vous voyez bien aussi, la photographie montre très bien l'architecture du musée lui-même, qui en quelque sorte trouve dans cette exposition, et dans cette section de l'exposition en particulier, quelque part la justification de son caractère interdisciplinaire que le Centre Pompidou a proclamé haut et fort, et de son caractère aussi expérimental. Alors, dans la photographie d'en face, là, c'est un peu une analyse spéculative que je vais faire, puisque je n'ai pas consulté, pour le coup, les archives, mais je pense que vous voyez bien que c'est pas la même mise en scène, c'est pas la même, et c'est pas le même sens, et c'est un sens qui traduit très clairement un malaise que l'URSS pouvait en 81 avoir avec ce monument, avec l'art des avant-gardes plus généralement, et qui se trouve très bien, en quelque sorte, il y a les colonnes qui délimitent l'espace, et toute cette architecture du musée Pouchkine, très classique, qui ne permet pas du tout ce saut temporel et ce va-et-vient entre les enjeux de la révolution, de l'art révolutionnaire, et les enjeux qui pouvaient être ceux du Centre Pompidou. Et puis, en contrepoint peut-être, et on reste dans les mêmes années, une exposition sur laquelle je vais revenir tout de suite, The Avant-Garde in Russia, New Perspectives, qui se tient donc en 1980, donc un an après Paris, entre les deux en fait, entre Paris et Moscou, à Los Angeles County Museum of Art. Une exposition dont le fonctionnement est très différent, puisque à Paris, on a vraiment une collaboration entre États, c'est-à-dire que le ministère et le ministère de la Culture et le Centre Pompidou sont en dialogue avec les ministères correspondants de l'URSS. À Los Angeles, on est avec une exposition entièrement
réalisé par un musée privé avec des fonds privés. Et vous voyez que la solution, donc la maquette du monument à la Troisième Internationale, ou le monument de la Troisième Internationale est évoqué. Enfin, il n'est pas reconstitué à l'identique, très clairement. Mais vous voyez l'usage qui est fait ici de la lumière et de la projection. Donc, il y a un modèle miniature du monument qui a existé par ailleurs, puisque c'est de cette façon que, par exemple, le monument a été présenté à l'Exposition internationale des arts décoratifs industriels modernes de Paris en 1925. Donc, ce modèle miniature qui est présenté grâce à cette projection lumineuse, avec cette ombre, à la manière d'un fantôme. Donc, on n'a pas une mise en scène de l'architecture comme œuvre. L'architecture ne devient pas une œuvre, une sculpture, mais va jouer davantage sur un imaginaire cinématographique qui projette des fantasmes et qui répond aussi à ce statut utopique inachevé, fondamentalement inachevé de ce monument qui n'a jamais vu lieu et qui, en quelque sorte, est la métaphore de cette révolution qui n'a jamais réussi. Et puis, dans le contexte de 1980, cette projection est aussi une sorte de mettre à distance, une triple mise à distance, on peut dire, entre 1980 et 1920. Il n'y a pas de confusion possible, alors que dans l'accrochage du centre Pompidou, il pouvait y en avoir. Il ne s'agit pas de faire des va-et-vient, il s'agit d'une mise à distance géographique, d'une mise à distance historique et évidemment aussi d'une mise à distance politique. Donc, il n'y a pas d'identification, mais une mise en avant du caractère inachevé, impossible de ce monument. Et puis, voilà, j'arrive à ma deuxième partie, je vais essayer de faire rapidement. Qu'est-ce qui se passe lorsque on ne reconstruit plus des œuvres, mais on essaye de refaire, alors on utilise beaucoup le terme reenact, de faire revivre, de reconstituer des expositions entières. Là aussi, ça commence dans ces mêmes années, et on peut dire qu'en bonne partie, ça commence avec le Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, mais pas uniquement, il fait partie d'une grande vague. Dans ces expositions inaugurales Paris-New York, Paris-Moscou, Paris-Berlin, on trouve non seulement les œuvres elles-mêmes, mais des lieux où ces œuvres ont circulé, où ces œuvres ont pu vivre, donc, dans le cadre de Paris-New York, c'est une exposition sur les circulations d'idées, d'hommes et d'œuvres, donc c'est tout à fait approprié de reconstituer une exposition de 42 qui avait réuni à New York des artistes français de toutes branches, abstraites et surréalistes notamment, ou alors l'atelier de Gertrude Stein, collectionneuse américaine qui accueillait à Paris les œuvres des artistes d'avant-garde. La question que je voudrais poser en passant, en me focalisant sur un exemple encore une fois, et encore une fois un exemple russe, c'est outre l'intérêt sans doute informatif, didactique que peuvent apporter ce type de reconstruction, comment interpréter, quel sens donner à ces... et surtout, quel rapport avec l'histoire portent ces reconstructions. Alors, je vais faire un jeu de mots à partir du mot... C'était d'ailleurs l'intitulé de ma partie, à partir du mot réplique, qui en français permet d'y voir deux sens différents. Alors, la réplique comme copie, comme un double, et la réplique au sens de répliquer à quelqu'un, donner la réplique, c'est-à-dire d'établir un dialogue, un va-et-vient. Et dans ce cas-ci, ce qui importe, ce n'est pas tellement l'exactitude de la copie, mais ce qui se passe dans le dialogue. Et pour vous expliquer ça, je vais me concentrer sur un exemple, qui est cette exposition de 1921, une exposition constructiviste de la Société des jeunes artistes
qui a eu lieu à Moscou entre 22 mai et fin juin 1921, dont les locaux qui étaient typiquement un local de salle d'exposition de Moscou. Je vais vous en dire 2 mots tout de suite. Et d'abord, donc cette image-là qui est la reconstruction à l'identique de cette exposition qui fait partie aujourd'hui de la collection permanente de la galerie Tretiakov à Moscou. La reconstruction est faite par un artiste absolument exemplaire, Vyacheslav Koleichuk, qui s'est appliqué à étudier, qui a fait un travail d'archives absolument incroyable, et qui a reconstitué notamment ces structures extrêmement complexes. Donc c'est extrêmement... je ne nie absolument pas la valeur informative qu'on peut avoir, mais j'attire votre attention sur la façon dont est présentée cette exposition. Donc, vous voyez bien, il s'agit... en fait, d'une niche dans un mur très important, avec un seuil très clair, que vous voyez aussi, qui ne permet pas d'y pénétrer. Et si vous regardez plus attentivement, vous verrez que ce qui est reconstruit, c'est pas seulement les œuvres, ni leur emplacement, mais jusqu'à l'architecture même du lieu qu'on pouvait voir sur les photos, jusqu'aux lampadaires, jusqu'aux tous les éléments de l'architecture intérieure. Donc là, on est vraiment, si on se tient à ma distinction entre les deux sens du mot réplique, on est dans une reprise à l'identique qui est la plus exhaustive et la plus documentée possible. Donc vous voyez de part et d'autre de cette niche les 2 photographies que je vous ai montrées au début, où on voit bien les 2 vues donc, qui existent historiques de cette exposition. Donc très clairement, il y a ici l'historien a ici accès à des objets dans leur matérialité, dans leur... donc il y a un savoir-faire auquel les photographies ne permettent pas d'accéder, et c'est tout à fait louable. En même temps, si on pense l'opération par laquelle une exposition est figée, il y a quelque chose qui se passe qui, moi, me pose problème, dans la mesure où cette exposition n'était pas pensée par les artistes comme un lieu définitif. Elle s'inscrivait dans un processus où l'art était en débat. Donc 1921, c'est la fin de la période la plus expérimentale, ce qu'on appelle le constructivisme de laboratoire en URSS, qui a donné lieu aussi à 1 an et demi de débats extrêmement dynamiques entre artistes, architectes et théoriciens critiques de l'art pour penser qu'est-ce que serait un art qui ne serait pas un art bourgeois. Quelle fonction pouvait avoir l'art dans la société socialiste qui ne soit pas lié, qui soit dépourvu de tous les attributs fondamentaux de l'art à l'époque bourgeoise, c'est-à-dire un art qui ne soit pas lié à la notion de propriété, un art qui ne serait pas lié à la notion de distinction, un art qui n'apporterait pas du plaisir, un art qui serait adressé à tous, un art qui serait égalitaire, etc. Et pour faire face à toutes ces contraintes, donc il y a eu ces débats qui sont tout à fait passionnants, qui ont été retracés par des chercheurs, et lors desquels les artistes ont notamment beaucoup travaillé à distinguer, ce que je vous montre ici sur cette diapositive, la différence entre composition et construction, pour dire que dans une composition, il y a beaucoup de facteurs subjectifs, arbitraires, alors que dans une construction, il devrait y avoir des choses rationnelles, logiques, mais aussi nécessaires. Et comment est-ce qu'on fait un art qui est nécessaire? Comment est-ce qu'on trouve un moyen de motiver l'arbitraire? Alors, ils cherchent des formes fondamentales, comme la forme de la croix que vous voyez ici, à partir de laquelle on dérive tout. Et tout ça, c'est donc un processus long dans la durée, dont cette exposition n'est qu'un des avatars. En fait, elle est la présentation, en quelque sorte, des résultats à une étape intermédiaire de ce débat. Et lorsqu'on la montre de la façon dont elle est montrée, en fait, elle est figée. Elle est figée à un moment historique, et comme si elle ne pouvait plus elle n'avait plus aucune vie. C'est un peu comme le temple qui est reconstitué à l'identique, mais si entre-temps il y a eu des intempéries ou des ruines, eh bien toute cette histoire, toute cette information-là nous est absente. Si on revenait à Alois Riegel qui distinguait entre la valeur d'ancienneté et la valeur de commémoration, eh bien la valeur d'ancienneté, c'est-à-dire tout le vécu de l'œuvre, est totalement absent.
Et je voulais contraster cela avec toujours la même exposition du Los Angeles County Museum of Art, qui n'avait pas du tout en 1980 les moyens de reconstituer l'exposition à l'identique, et qui a choisi d'en reconstituer un ou deux morceaux, 3, ici vous les voyez 4, de les mettre pour une bonne partie sur socle, voire sous vitrine, en isolant donc des œuvres et en montrant aussi qu'entre 1921 et 1980, ces œuvres-là d'objets expérimentaux sont devenues œuvres qui figurent dans tous les manuels qu'on étudie, qu'on analyse, etc. Et le fait de choisir cette muséographie-là, de la mettre sur socle, de la mettre sous vitrine, montre bien le passage du temps. Et on est ici dans le deuxième sens du mot réplique, qui tient compte du temps passé entre 1921 et 1980 et qui dit aujourd'hui on ne peut pas s'immerger dans l'expérience de 1921 comme si c'était 1921. Aujourd'hui, il s'est passé ces 60 ans. Dans ces 60 ans, il y a eu tout ce travail de fait. Donc, le passé est évoqué par le biais des photographies agrandies que vous voyez derrière, là, qui sont vraiment très importantes, mais il n'y a pas cette volonté de faire immerger le spectateur, de le livrer à cette expérience du décor dont parlait Bill Sell, expérience de l'immersion dans le fait. Au contraire, il y a une distance ici, comme avec la maquette du monument, une distance qui est maintenue, un va-et-vient qui est constant. Et là, je n'ai pas le temps de développer, ça serait passionnant, et j'aimerais juste montrer que cette prise de conscience de répliquer cette prise de conscience du temps qui est passé entre 21 et 80 fonctionne aussi dans l'autre sens. Non seulement ces œuvres ne sont pas en 21 ce qu'elles on ne peut pas les voir avec le regard qui était celui de 21 et celui du contexte de l'URSS 121, mais entre-temps, elles ont généré, elles ont produit de l'effet. Et en fait, quand on regarde plus largement la scénographie de l'exposition de Los Angeles, et là je vous montre des vues, la scénographie qui est réalisée par Frank Gehry, on voit que toute la scénographie de l'exposition est faite pour induire un dialogue entre l'art de l'avant-garde russe et l'art américain des années 70-80. Alors, non seulement l'architecture, qui est celle de Getty que vous voyez à droite, qui était une architecture extrêmement fondée sur l'idée de chantier, d'inachevé, mais le minimalisme. Regardez par exemple cette boîte ici, la boîte de présentation, toute cette structure sous forme d'échafaudage qui rappelle très fortement le travail d'artistes comme Donald Judd, Dan Flavin, ou ici la reconstruction d'éléments de scénographie théâtrale de Varvara Stepanova qui évoque très fortement les structures d'un artiste comme Sol LeWitt. Et ce rapprochement, il n'est pas de mon imaginaire, il est véritablement revendiqué par les artistes qui auraient voulu en fait au départ faire une exposition qui précisément rassemble les artistes russes d'avant-garde et des artistes américains de la génération la plus récente à l'époque. Sauf que le musée étant un musée privé et l'époque étant celle de la guerre froide, il y a eu des très très fortes résistances de la part des mécènes du musée, du board du musée. Et donc la scénographie, en quelque sorte, tout ce choix scénographique est une façon de renouer avec ce projet initial. Et encore une fois, non pas à chercher à immerger le spectateur dans des reconstructions du passé, de l'art du passé, mais à l'évoquer avec toujours, en insistant sur la notion d'écart, de différence, en insistant sur à la fois ce que ça a été, mais comment ça a changé par rapport à notre regard d'aujourd'hui. Et la photographie, et je terminerai là-dessus, ça j'ai pas le temps de développer, mais la photographie joue un rôle fondamental dans ce travail de mise à l'écart, et on est dans des années 1980, ce sont les années où des auteurs comme Douglas Crimp publie et Rosalind Krauss, mais surtout Douglas Crimp, publie des textes très importants sur l'inconscient photographique et la façon dont la photographie en fait conditionne notre regard sur les objets. Et l'usage de la photographie est abondant dans cette exposition. Je vous montre, pour me faire plaisir un peu, une dernière image qui est la reconstruction
là aussi partielle, lacunaire, inachevée, et très volontairement comme ça, d'une exposition de Kazimir Malevich de 1915, qui est montrée, donc que vous voyez à gauche, et qui est montrée avec, à l'échelle identique, une blow-up, un agrandissement de la vue de la photographie de 1915, pour qu'on soit très bien, pour qu'on puisse à la fois faire le va-et-vient entre l'un et l'autre, voir les différences et l'impossibilité, et en même temps se rendre compte à quel point notre regard sur le passé passe par la photographie, à quel point la photographie conditionne notre imaginaire et notre rapport à l'histoire. Et ça, c'est un point que je ne pourrais pas développer, mais ça me permet de revenir à ce que je vous disais en introduction, puisque c'est une thèse qu'on retrouve aussi chez Tian Bilzel, qui, en parlant cette fois-ci de la porte de Millet, montre comment la reconstruction de la porte de Millet, donc cette porte romaine qui était le troisième élément de ces salles architecturales, s'est fait à partir en fait d'une maquette que vous voyez à l'écran en très mauvaise photo, mais où vous voyez très bien la différence entre les fragments existants et les fragments reconstruits, fictionnels. Et vous voyez peut-être aussi la petite figure, là, dans la maquette. Et la reconstruction de la salle, donc pour tout l'aménagement de musée de Pergame, il y a eu, pour cette salle en tout cas, il y a eu ce genre de maquette pour imaginer l'agencement de la salle elle-même, mais la reconstruction s'est faite à partir de la photographie, encore une fois, et non pas à partir d'un original qu'on aurait déplacé comme ça, grâce à une machine temporelle depuis l'époque romaine vers Berlin. Et dernière chose, ce que je trouvais très intéressant dans l'ouvrage de Tian Bilzel, c'est qu'il terminer son livre avec un espoir porté vers la photographie elle-même, comme vecteur là aussi de pensée de l'histoire, et de l'histoire dans cette complexité, dans sa richesse, en citant le travail, en opposant aux vues neutres de musées qu'on a, comme celle par laquelle j'ai commencé, de l'hôtel de Pergame, n'est-ce pas, très neutre, très majestueux, comme ça, dans une architecture immaculée, parfaite, où tout est parfait, tout est neutre. Thomas Struve, qui est un artiste contemporain, qui au contraire, depuis de longues années, prend des photos dans des musées, mais il prend surtout des photos de la façon dont les salles sont habitées. Et Tian Bilzel revenait sur cet usage de la photographie et il disait peut-être de cette façon-là pourrait-on se réconcilier sur le fait qu'on n'est pas face à la frise authentique de la gigantomachie, puisqu'on ne peut pas avoir cette expérience de l'objet à cause de tous ces écarts que j'ai soulignés, écarts temporels, écarts historiques, écarts idéologiques, etc., etc. En revanche, il y a un vécu aujourd'hui de cette frise-là qui n'est pas celui que nous montre une photographie de la salle vide, mais où les gens tournent le dos, regardent leur téléphone, mais ils font l'expérience aussi de cette façon-là. Et la dernière image sur laquelle se termine le livre de Tian Bilzel, que je trouvais assez marrante, c'est une image que les musées, pardon, il y a une faute, il y a un pluriel évidemment à musée, les musées de Berlin ont fait commande, en fait, peut-être suite à la série de Thomas Struve, ont fait commande à un photographe qui s'appelle Ernst Werba, de désormais donc faire la communication avec cette photographie, entre autres, qui est donc une photographie qui est tout le contraire d'une adulation ou d'une, n'est-ce pas, immersion, mais qui est une façon d'habiter le lieu qui est celle d'aujourd'hui et qui est celle d'un objet qui est peut-être justement compris et vu dans sa complexité, à la fois de témoin, mais aussi de fiction de ce passé-là, puisque c'est toujours ces deux registres-là qui se jouent dans les reconstructions et pas uniquement celui d'un time capsule qui nous serait venu du passé. Voilà, merci beaucoup. Elitza, merci beaucoup pour cette présentation et qui questionne beaucoup notre posture en tant que visiteur, notre expérience personnelle. Et je vais tout de suite laisser la parole.
Merci beaucoup Elitsa pour cette communication qui met en perspective un petit peu les réflexions qu'on a pu avoir au cours de la journée. Et tu terminais sur quelques mots très intéressants sur le fait que la photographie conditionne notre expérience de l'histoire. Toi-même, dans ton travail sur ces expositions qui reconstituent des expositions, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont tu appréhendes ton matériau? C'est-à-dire que tu travailles à partir d'archives, certes, mais beaucoup à partir de photographies. Donc en fait, la dernière image que tu nous as montrée de l'exposition au LACMA était assez révélatrice de cette mise en abîme finalement de ton travail de chercheuse sur une exposition qui travaille à partir d'une photographie qui reconstitue un pan de cette exposition, et toi-même tu travailles à partir de cette photographie. Comment est-ce que tu négocies toi-même ton rapport à ce matériau à partir duquel tu construis ton objet? Oui, alors oui, c'est vrai que j'ai énormément travaillé sur des expositions, et la chose qui m'a le plus fascinée, c'est à quel point c'est des objets évanescents. Alors, tout objet historique est un objet évanescent parce qu'il nous manque toujours, mais avec, je pense que c'est un petit peu pareil pour les historiens du théâtre peut-être ou du spectacle vivant, ça doit être un petit peu la même chose, mais avec une exposition, on est vraiment face à, alors des fois, on est très chanceux et on a effectivement une photographie et elle est toujours nécessairement parcellaire, toujours nécessairement partiale et incomplète, mais très souvent en fait on se base sur un ensemble de documents qui sont très hétérogènes, beaucoup de récits, la réception critique dans les journaux et en fait un des exemples qui m'a le plus passionné lorsque je faisais mon livre, c'est une exposition sur laquelle il n'y a aucune image, mais il y a énormément de récits, et beaucoup de récits qui décrivent les parcours, les espaces, etc., et ils ne coïncident pas. Alors, c'est vraiment, on les lit et on se dit, mais ils n'ont pas été à la même chose, et donc impossible d'établir la vérité. Mais en même temps, c'est aussi ça fait partie de l'expérience qu'on a de l'œuvre, cette part de subjectivité qui est extrêmement importante lorsqu'on est en contact avec l'œuvre, et qui se manifeste chez les visiteurs d'une exposition, qui ne voient pas nécessairement, nous tous dans cette salle, si on va je ne sais pas, voir une exposition tous ensemble, on va avoir des expériences différentes. Donc, nécessairement, on est toujours à négocier avec cette incomplétude, et c'est ça qui fait que c'est à la fois très, très fascinant et en même temps très difficile. Et la photographie, moi, j'ai toujours essayé de voir ça, vraiment de prendre ça avec des pincettes et de me dire que c'est effectivement un filtre par rapport auquel on voit, et en même temps, ce que j'ai pas dit et j'aurais dû dire, c'est que photographie et exposition sont couplés depuis très tôt. On pense toujours évidemment à Walter Benjamin, à son texte majeur fondamental, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, où il montre comment on n'est pas, donc là c'est un texte de 1936, où il dit que nous ne sommes plus dans un rapport direct avec les œuvres, et qu'il faut tenir compte de ça lorsqu'on pense aux œuvres, et que notre rapport aux œuvres est toujours déjà médié par la photographie et toujours déjà médié par l'exposition. Enfin, Walter Benjamin a énormément cité, mais très rarement sa parole est prise en compte, de sorte à voir à quel point la photographie cadre notre imaginaire, mais aussi le musée, l'exposition sont des cadres en fait. Donc c'est ce que j'essayais un petit peu de peut-être ça résume, en anglais ça marche très bien parce qu'il parle beaucoup de framing, mais c'est effectivement, le musée est un cadre. Il ne nous donne pas, comme un cadre d'un viseur photographique, il ne nous donne pas accès à la chose elle-même, mais à un point de vue. Et puis à nous, après, à être extrêmement vigilants, conscients, en tant que chercheur, mais aussi simplement en tant que visiteur. Et ce qui devient de plus en plus difficile avec la tendance actuelle où cette économie de l'expérience est de plus en plus présente. S'il n'y a pas d'agrandissement photographique ou de vidéo actuellement, c'est comme si l'exposition n'était pas réussie. Voilà. Oui, mais j'avais une question concernant... on a vu beaucoup des processus muséographiques qui reconstituaient des expositions, mais pour 21, il me semble que la démarche est différente parce que là, on est face à un processus artistique, puisque c'est un artiste qui... il me semblait que pour l'exposition de 21, il y avait le nom d'un artiste qui apparaissait. Oui, oui. Et donc, il me semble que c'est un peu différent, c'est dans une démarche artistique, et je voulais savoir justement quelles étaient les motivations artistiques de cet artiste, en fait. Merci, c'est une excellente question. Alors, oui et non.
C'est un aspect que j'ai effectivement pas abordé, mais c'est en fait, ça fait partie de la politique du musée. Il y a d'autres espaces qui présentent des reconstructions également et qui ne sont pas signés par des artistes. Là, il se trouve que, comme c'est extrêmement laborieux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des structures extrêmement complexes. Souvent, c'est des structures qui sont sur un principe autogénérateur, c'est-à-dire qu'elles reposent, il y a une forme qui produit les autres formes. Enfin, c'est très compliqué, ne serait-ce qu'à sur le plan technique. Donc, c'est quelqu'un qui effectivement avait lui-même une démarche, s'inscrit lui-même dans une démarche post-constructiviste, on peut dire d'une manière un peu simpliste, mais en l'occurrence, c'est pas présenté comme son œuvre. C'est présenté comme la reconstruction de l'exposition de 1921. Et après, oui, c'est marqué que le travail a été réalisé par Vyacheslav Koleïchuk, mais il n'y a pas du tout la mise en contexte que vous voyez par les cartels de part et d'autre porte sur l'objet historique, pas du tout sur le travail de cet artiste. Et ça fait partie de tout un ensemble. Il y a le Club des ouvriers de Rodchenko, il y a je ne sais plus, il y a plusieurs choses qui sont reconstituées de manière permanente comme ça. Et voilà, donc moi ça m'interroge. Je dis pas que je dis pas que c'est inutile, hein, c'est forcément très intéressant et ça apporte beaucoup plus que les photographies noires et blancs dont on dispose, parce qu'on a une vision tridimensionnelle, on voit les matériaux, etc. Mais en même temps, c'est un peu d'arrêter les choses dans le temps comme s'il n'y avait aucun rapport entre ce temps-là et aujourd'hui. Et je pense, là c'est complètement spéculatif, mais je pense que ça traduit aussi un malaise de la part des historiens de l'art et des institutions muséales russes qui ont toujours beaucoup de mal à gérer cet héritage de l'avant-garde qui a été pendant très longtemps décrié, pendant très longtemps oublié, ensuite rejeté. Et il y a un rapport extrêmement conflictuel avec ce passé, donc le mettre sous boîte, en fait, c'est une façon de ne pas aborder le problème. Voilà. Bonjour. Pensez-vous que la réalité virtuelle pourra permettre une meilleure contextualisation des œuvres et une meilleure intégration du visiteur ? Non. Non, je pense pas. Ce que la réalité virtuelle permet, ça dépend comment on l'utilise. Si on l'utilise en oubliant le médium, là non, très clairement, parce qu'on se retrouve toujours face aux prises d'une illusion. Mais en revanche, la modélisation 3D permet parfois, à titre tout à fait heuristique, de permettre de voir, je pense notamment toujours à la galerie Tretiakov, qui à un moment donné avait, à partir de photographies de l'état de ses collections en 1898, fait un site où on pouvait se déplacer dans les salles. Et alors c'était extrêmement grossier. On voyait très bien que c'est fait à partir de photographies, mais justement c'était bien ça, parce que on n'était pas du tout dans l'illusion de voyager dans le temps. Mais en revanche, ça permettait de voir, d'aller un peu plus loin que ce que montre... mais je pense que quand même l'expérience face aux photos, si on pouvait avoir les photos entre les mains, ça aurait été quand même plus intéressant. Mais là, les photos étaient agencées un peu de sorte à recréer, soi-disant, les salles. Donc ça peut avoir un intérêt heuristique, mais... toujours dans l'usage, que ce soit de procédés Internet, photographiques, vidéo ou autres, le problème, c'est quand on oublie le médium et quand on fait semblant qu'il est transparent et qu'il ne compte pas. Or, un médium, à chaque fois, produit du sens. Et ce sens-là, il faut en tenir compte et il faut le souligner, il faut le dire. Oui. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus contemporaine, mais qui va aussi avec celle qu'on a évoquée avant, c'est par rapport aux grandes expos itinérantes, blockbuster. Est-ce que vous considérez que un autre endroit qui va accueillir cette expo, mais peut-être parfois quelques années après, est-ce que c'est une réplique, sachant que parfois, pour des économies de moyens ou pour des raisons politiques, l'exposition change du tout au tout. Je pense notamment à l'expo Bowie qui est en train de s'achever à Barcelone. Ça fait 4 ans maintenant. Elle a commencé en 2013. Et pour l'avoir vue dans 2 endroits, à Londres et à Paris, c'était pas du tout pareil. Il n'y avait pas le même discours. Donc, est-ce que c'est une réplique ? Est-ce que c'est une reconstitution ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors là, on est dans autre chose. Enfin, moi, je parlais vraiment de reconstitution, d'expositions qui sont devenues objets historiques. Et, donc là, vous êtes dans l'itinérance. C'est différent. Après, ce qu'il faut... évidemment, il faut tenir compte... comment dire il faut se demander comment on définit une exposition. Pour moi, en tout cas, dans ma façon de voir les choses, une exposition, c'est à la fois un événement, très clairement, qui a une durée différente du musée, donc une durée courte, précaire, contingente. Donc il y a un facteur contingence qui est extrêmement important et qui sans doute est une des choses qui a beaucoup intéressé les artistes qui se sont tournés à faire eux-mêmes des expositions, cette dimension contingente et performative. Mais une exposition est un événement qui se produit dans un contexte, on pourrait dire, pour utiliser un terme de Risa Greenback, un événement discursif, c'est-à-dire un événement qui est aussi imbibé, imprégné par les discours de tous les gens qui, de près ou de loin, le forment. Et là, c'est pas juste les commissaires ou les artistes, ça c'est oui les commissaires, oui les artistes, oui les scénographes, mais aussi l'institution qui forcément met son empreinte sur l'exposition, le contexte, ne serait-ce que la période, parce que en période je sais pas, l'exemple qu'on donne toujours, c'est lorsque Fred Wilson fait Mining the Museum, qui est une exposition très contestatrice des règles du musée, et qu'il le fait au moment où se tient à Boston la conférence de tous les gens de musée panaméricaine. Bah forcément, ça a un effet, ça a un impact que ça n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu ce contexte-là. Donc, à chaque fois, il faut tenir compte aussi de cette contingence contextuelle qui est très, très... C'est difficile à évaluer, donc je pense que c'est des choses dont effectivement... Et puis après, il y a les contraintes de lieu, il y a toutes deux dimensions d'espace, et ce qui fait qu'on est face à des variations, ouais. Dans votre cas, je pense. Elitza, il ne nous reste plus qu'à te remercier très chaleureusement.